Insécurité dans les transports en commun. Le problème gagne la plupart des grandes villes de France. Grève à Mulhouse aujourd'hui après une véritable embuscade hier soir. Ouverture du procès sous haute surveillance à Paris d'un réseau de complices des terroristes islamistes qui avaient ensanglanté la France en 1995. Quels véhicules auront droit à la pastille verte, le label voiture propre, qui pourront circuler les jours de grande pollution? Début de réponse dans ce journal. Le chef de l'État est en Guyane. Ce département français d'Amérique du Sud est un paradis pour tous les habitants des pays frontaliers qui cherchent par tous les moyens à devenir citoyens français. À la découverte des ours du Grand Nord canadien qui l'hiver ont tendance à faire du tourisme dans les villes avec les risques que cela comporte pour les habitants et les touristes. Madame, Monsieur, bonsoir. Après les derniers incidents de Lille, Nancy et aujourd'hui de Mulhouse, le problème de la sécurité des transports en commun dans les grandes villes est devenu un problème national. Dans le Nord, comme en Alsace, les chauffeurs se mettent en grève pour protester contre la violence quotidienne dont ils sont l'objet. Désormais, il ne s'agit plus de simples bousculades, mais de véritables agressions, parfois armées. Et dans le dernier cas, à Mulhouse, pas plus tard qu'hier soir, un chauffeur et son autobus sont tombés au beau milieu d'une véritable embuscade. Le mot n'est pas trop fort. Conséquence, aucun transport en commun aujourd'hui dans la principale ville du Haut-Rhin, dans les rues du Rhin, pardon. Reportage Christine Boss, Sylvain Gauthier. Miraculeusement, le pare-brise a résisté au jet de pierre. Les vitres latérales, elles, ont volé en éclats sans blesser les passagers. 3 incidents en 3 jours qui ont pour cible des conducteurs de bus excédés et impuissants. Vous avez entre 14, 15, 16 ans. Ils savent très bien qu'à cet âge-là, ils ont l'impunité, je veux dire. Honnêtement, si on les arrête, 2 heures plus tard, ils vont être relâchés, ils vont être les casseurs du quartier, ils vont être les chefs, ils vont être contents. Et on ne peut rien faire contre eux. En guise de protestation, aucun bus n'a quitté le dépôt des transports de l'agglomération mulhousienne aujourd'hui. Solidaires, tous les conducteurs de bus se sont mis en grève, car ils savent que cela peut arriver à n'importe lequel d'entre eux. C'est le stress continu, quoi. C'est la peur, enfin surtout pour moi en tant que femme. C'est la peur continuelle qu'il m'arrive qu'on m'agresse ou comme ça, qu'on me jette des cailloux. 270 incidents de toute nature ont été répertoriés sur ces fiches remplies par les chauffeurs depuis le début de l'année. Agressions, insultes, incivisme qui ont pour théâtre ces quartiers dits sensibles où les transports ne peuvent plus assurer leur mission de service public. Il faut maintenant simplement qu'il y ait des moyens supplémentaires et que ces moyens soient parfaitement bien coordonnés, y compris également au niveau de la répression et de la punition, pour que nous puissions de nouveau continuer à travailler dans de bonnes conditions. Et ça passe naturellement par un certain nombre d'actes exemplaires. Il faut que certaines bandes soient démantelées. Fort de ce soutien et de l'annonce de l'arrivée d'une compagnie de CRS, les conducteurs de bus reprendront du service dès demain. Certains seront escortés à la nuit tombée. Les policiers dans les transports en commun, ce n'est sans doute pas une solution à long terme. En tout cas, c'en est une dans l'immédiat. Après les incidents d'il y a une quinzaine de jours dans l'agglomération lilloise, autobus et rames de métro sont désormais accompagnés. Reportage Anne Mourgue, Dominique Mas. Habituellement, Gaston Potvin patrouille dans le métro. Depuis ce matin, il est affecté à la sécurité dans les bus. Il est 18 h, la ligne est quasi déserte, mais l'incident peut survenir à tout moment. Sa mission est claire. De par notre présence sécurisée, et puis si les problèmes se posaient, intervenir. Sécurité renforcée à l'intérieur du bus, mais aussi à l'extérieur. Patrouille en voiture ou encore à moto. Au total, une centaine de policiers en renfort. On est un peu la roue de secours aussi des chauffeurs s'il y a un problème, quoi. Ils sentent notre présence. Aujourd'hui, pas d'incident à signaler, mais sur d'autres lignes, plusieurs arrestations pour agression ou jet de cocktail Molotov. Ici, le chauffeur se sent mieux armé face aux délinquants. Moi, ça peut m'importer qu'ils me respectent un peu plus, déjà pour commencer, qu'il y a moins d'agression. Vous vous sentez plus en sécurité? Quand même, si on a une présence quand même avec nous, on est toujours plus en sécurité. Quand on est seul, on est seul. Les passagers, eux, semblent partagés. C'est très bien. On m'a cassé la figure moi-même, j'étais conducteur pendant 27 ans ici. Ça fait longtemps qu'il doit y avoir un support policier. Ça met un peu la pression en fait. Par rapport aux jeunes quand même, qu'il y a des filles comme ça, je crois que ça les stresse encore plus. Le dispositif devrait être maintenu au moins plusieurs semaines, mais au commissariat, les responsables espèrent pouvoir, à terme, créer une véritable police des transports.
Parallèlement à ces renforts de police, les entreprises de transport en commun cherchent à se doter de tous les moyens de surveillance les plus sophistiqués afin de détecter immédiatement le moindre incident sur un trajet. En ce moment, par exemple, au salon des matériels de police qui se tient au Bourget, la RATP présente un système de caméras relié à un PC opérationnel. Agnès Varamian, Didier Rancoeur. En cas d'agression, j'appuie sur mon bouton rouge 2 fois et j'attends les consignes sur mon pupitre. On me localise. Et en plus, on sait la nature de l'agression, si c'est pickpocket ou si je suis vraiment mal. Béatrice Granger n'est pas très familière encore avec le système. Machiniste à la RATP, elle teste le nouveau bus tout sécurité de la compagnie de transport. En cas d'agression, ce bouton rouge envoie un signal radio au poste de commandement, pendant que cette caméra filme le conducteur. En quelques secondes, l'alerte est donc donnée. Alors on visualise l'autobus qui est en difficulté. C'est-à-dire ici, c'est une flamme, ça correspond au lieu où l'alarme a été déclenchée. Et là, vous visualisez l'autobus qui effectue une progression. Dès le déclenchement de l'alarme, les images et le son sont enregistrés. Le système permet même de remonter le temps, 10 secondes avant l'agression. Avant d'être agressé physiquement, le machiniste est insulté, menacé. Et ça permet eh bien, de suivre la scène et d'identifier donc les agresseurs potentiels. 2 lignes de bus sur 200 à Paris sont équipées de ce système pour l'instant. Au salon de la sécurité, la RATP l'expose, espère le vendre à d'autres transporteurs avant de le généraliser. Et ce soir, dans l'émission Mots croisés, à partir de 22h35 sur France 2, le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, et le RPR Nicolas Sarkozy débattront ensemble notamment de ces problèmes de sécurité. Mais tout de suite, puisqu'ils sont déjà dans le studio, la même question aux deux, si je puis dire. Un policier par autobus, monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est important, mais c'est aussi grave et ça n'est pas une solution. Évidemment non, ça n'est pas une solution. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque Français. Cependant, à Mulhouse, j'ai envoyé une compagnie de CRS et 83 adjoints de sécurité seront affectés dans le Haut-Rhin. Dans l'année qui vient, les premiers sont d'ailleurs arrivés ce matin même. Comme vous l'avez vu, les chauffeurs d'autobus ont repris le travail. Le vrai problème, il est celui de la citoyenneté, de l'accès à la citoyenneté de certains jeunes. Vaste sujet. Deuxièmement, il est celui de la délinquance des mineurs. Je pense qu'il faut distinguer entre les primo-délinquants et les multirécidivistes, qui sont une poignée. Mais ceux-ci, à mon avis, ressortissent d'un traitement qu'il faut adapter, parce que ce qui existe aujourd'hui ne suffit pas. Il faut qu'il y ait, dans des cas aussi graves que cela, c'est-à-dire des agressions extrêmement violentes, il faut qu'il y ait un rappel à la loi. C'est nécessaire. Ces jeunes n'ont plus de repères. C'est la crise de l'autorité parentale. Il faut absolument que la loi soit rappelée à chacun d'eux sous des formes variées, mais c'est nécessaire, y compris pour eux-mêmes. Nicolas Sarkozy, la gauche ayant fait désormais de la sécurité une de ses priorités, est-ce que vous êtes sur désormais la même longueur d'onde, si je puis dire, que le gouvernement? Oui, je ne suis pas sûr que ça soit matière à polémique. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est qu'incontestablement, il y a un problème de moyens qui va se poser. Nous en parlerons. Mais je voudrais dire que ce n'est pas simplement une question de citoyenneté, de mon point de vue. Il y a aussi le nécessaire courage de rappeler deux choses. Le premier, c'est qu'on est responsable individuellement de ses actes. Et ce qui est insupportable, c'est ce sentiment d'impunité, y compris lorsqu'il s'agit de mineurs. Si on est assez grand pour commettre des actes et des délits de la gravité de ceux qui viennent de nous être racontés, on ne peut pas le laisser impuni. Et la deuxième chose qu'il faut rappeler, c'est que l'État est là pour faire respecter la loi. Et je crois que cette affaire de volonté, faire respecter la loi et assurer la punition, la répression d'actes délictueux, c'est finalement vivre la démocratie. Car ceux qui en souffrent, ce sont les plus faibles. Nous ne pouvons pas accepter cela. Alors sur les mineurs, juste un élément. Nous avions commencé à créer ce qu'on appelle des unités d'éducation renforcée, car pour les mineurs, il faudra bien qu'on choisisse entre la prison qui n'est pas la bonne réponse et le rien faire qui n'est pas la bonne réponse. Il faut mettre ces mineurs délinquants en dehors des régions
où ils commettent ces actes délictueux. Bien, merci messieurs, rendez-vous donc pour la suite de cette discussion tout à l'heure aux alentours de 22h35. Une chose encore, ce soir la Fédération Force ouvrière des transports estime que l'insécurité dans les transports est bien un problème grave, qui va sans doute s'étendre et que placer des emplois jeunes comme c'est prévu dans les autobus revenait à envoyer des jeunes à la tuerie, c'est l'expression employée par FO Transport. Sécurité encore avec le congrès des polices municipales à Nice, au moment même où le gouvernement envisagerait de désarmer ces policiers municipaux qui sont au nombre de 18 000 en France, dans 80 municipalités au moins. Aujourd'hui, il reste encore à définir une véritable complémentarité entre police municipale et police nationale. Yasmina Farber, Didier Beaumont. La rue piétonne de Nice, un secteur incontournable pour les patrouilles de la police municipale. Problème de stationnement, surveillance des commerces, une présence dissuasive pour la petite délinquance. À Nice, la police municipale est armée depuis 1961, un acquis que ses fonctionnaires ne veulent pas perdre. L'arme fait partie intégrante de la tenue. C'est une sécurité, j'espère jamais en avoir besoin de m'en servir, mais avec la montée de la délinquance, il la faut, je pense qu'il la faut absolument. On va citer un exemple, les sécurités privées de la RATP qui sont armées, les transporteurs de fonds qui sont armés. On va armer nos petits jeunes, nos agents de sécurité qui auront 2 mois d'école. Pourquoi désarmer le policier municipal? Qu'avons-nous fait de mal? C'est le plaidoyer de la police municipale la plus importante de France. À Nice, 237 fonctionnaires en tenue sillonnent les rues de la ville. Mais au-delà du problème du désarmement envisagé dans le projet de loi du ministre de l'Intérieur, les policiers ne veulent pas perdre leur pouvoir d'agents de police judiciaire. Je pense qu'il serait important aussi de définir un statut bien précis de nos compétences, chose qui à l'heure actuelle n'est pas faite. Nous restons quand même dans un flou juridique, à mon avis. Pour répondre au ministre de l'Intérieur, les 80 chefs de police municipale mobilisés ont élaboré leur projet de statut. Maintien du port d'armes, contrôle des identités en cas d'infraction, un contre-projet de ceux qui se sentent les mal-aimés des gouvernements successifs. La répression en matière d'insécurité est une chose, la vraie solution est sans doute aussi dans la prévention. La réduction effective du chômage en serait une et le rappel d'un certain sens civique et de morale une autre. C'est pour cette raison sans doute que Mme Ségolène Royal, ministre de l'Enseignement, a voulu cette semaine citoyenne dans les écoles pour rappeler aux enfants quelques éléments essentiels, indispensables à la vie en société. Jean-Bernard Schmitt, Jean-Louis Bousser. Une, pas deux. Solidarité. Alors, qui a travaillé sur la solidarité? La solidarité internationale. Solidarité, mais aussi liberté, respect, racisme, des mots parfois abstraits que cet instituteur de CM2 fait commenter par les enfants. Mais on peut être raciste au niveau religion, juif, chrétien, protestant, catholique, etc. Et on peut, sur la couleur surtout. Soit on est raciste de tout le monde parce que tout le monde est différent. On regarde 2 personnes qui sont de la même race, et ben ils sont différents. Ce qui me déplaît dans la violence, c'est qu'on pourrait s'arranger au lieu de se taper, de se traiter et tout ça. Une réflexion pour lancer la semaine de la citoyenneté à l'école, un débat que certains ont d'ailleurs préparé jusque sur le terrain. J'ai fait une enquête dans la rue et puis j'ai posé quelques questions, j'ai fait... Objectif de l'enseignant, laisser les enfants s'exprimer avec leurs mots et les faire réfléchir sur tout ce qui les entoure. Ce sont des notions très vagues de la citoyenneté. La citoyenneté en général, bon, on le voit en histoire de France évidemment, mais la citoyenneté à l'école, c'est autre chose et il faut mettre le doigt dessus parce que peut-être comme M. Jourdain, on fait de la prose sans s'en rendre compte, on fait de la citoyenneté sans s'en rendre compte, donc il est bon d'en parler un petit peu plus. Et pour bien motiver ses élèves, l'instituteur leur a proposé de réécrire à leur manière Armstrong, la chanson de Claude Nougaro, comme un hymne à la tolérance. Ouverture à Paris aujourd'hui sous très haute surveillance policière du procès d'un réseau du groupe islamique armé algérien, le GIA, un réseau de complices recrutés en France principalement et qui aurait abrité ou servi de soutien logistique aux terroristes qui ont commis des attentats qui ont ensanglanté la France en 1995. À ce procès manquent, car ils sont en fuite, les créateurs et dirigeants du réseau. Pascal Doucet-Bon, Rémi Poissonnier. Petit matin, quai des Orfèvres, les fourgons cellulaires arrivent au dépôt. Les transfèrements se font sous haute surveillance, comme toujours en matière de terrorisme. 13 personnes sont maintenues en détention,
25 comparaissent libres, 3 autres sont en fuite, à commencer par le chef, Ali Touchent, organisateur présumé des attentats de 95. Il reste introuvable. Il fallait aujourd'hui cerner la situation sociale et familiale de chacun des prévenus. Safé Bourada, l'une des figures de ce dossier, est interrogé parmi les premiers. Il explique comment il a abandonné sa carrière naissante d'éducateur spécialisé pour ne se consacrer qu'au militantisme islamiste. Qu'a-t-il de commun avec Joseph Jem, converti à l'islam dans les années 80, en prison où il purgeait une peine pour braquage? Les délinquants croisent les amis qui rendent service, les idéologues et les terroristes, au tribunal de faire la part des choses. Le principal reproche qui était fait à cette enquête était notamment que le tri que la justice devait faire n'a pas été fait. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont été interpellées par les services de police, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont là sans pour autant que la justice ait vu véritablement les charges qu'il y avait contre les uns et contre les autres. Manipulés ou manipulateurs, ils sont accusés d'avoir aidé les terroristes, certains en connaissance de cause, d'autres pas. Cette première journée d'audience a permis de cerner l'environnement social de la plupart des mises en examen. Le réseau de Chasse-sur-Rhône s'est apparemment constitué sur fond de précarité, voire de misère. Quant à l'examen du dossier lui-même, il devrait débuter demain. Très souvent, en cas d'attentats islamistes en France notamment, les regards se tournent vers Londres. Paris réclame par exemple depuis plusieurs années maintenant l'extradition d'un dénommé Rachid Ramda, considéré comme le financier des actions terroristes en France. Et puis tout récemment, c'est le président égyptien Hosni Moubarak lui-même qui, après le massacre de la semaine dernière à Luxor, dénonce l'Angleterre comme une véritable terre d'asile pour les terroristes islamistes. Londres, Étienne Lénard. Dans la prison londonienne de Belmarsh, Rachid Ramda attend et il pourrait encore attendre longtemps. Celui que les autorités françaises considèrent comme l'organisateur des attentats de 95 laisse à ses avocats le soin de faire durer la procédure d'extradition vers la France enclenchée il y a 2 ans, une procédure qui s'accommode mal de l'empressement des autorités françaises à le voir débarquer à Paris pour pouvoir enfin l'interroger. Il y a des procédures d'extradition qui peuvent facilement durer plusieurs années. Nous avons eu un cas, par exemple, où pour une extradition vers Hong Kong, qui était encore britannique, cela a pris 7 ans. Au-delà des lenteurs de l'administration, la Grande-Bretagne est régulièrement montrée du doigt par la France et ces dernières heures par l'Égypte pour l'asile qu'elle accorde aux musulmans intégristes. Le principe britannique est simple, liberté de parole, d'activisme politique et financier, tant qu'aucune violence n'est commise sur le territoire britannique. 15 organisations jugées dangereuses sont actuellement basées à Londres. Le problème, c'est de trouver un équilibre entre la tradition d'asile et des gens en danger dans leur pays, et puis d'un autre côté, d'arriver à écarter ceux qui constituent une menace pour des pays amis de la Grande-Bretagne. Mais les Britanniques ne peuvent définitivement se mettre à dos tous les pays concernés et la législation devrait rapidement évoluer. D'ici 1 ou 2 mois, une loi pourrait être annoncée qui interdirait sur le territoire britannique la collecte d'argent au profit de groupes terroristes et qui permettrait surtout pour la première fois de poursuivre en Grande-Bretagne toute personne mêlée de près ou de loin à un acte terroriste commis à l'étranger. En France, le procès de Maurice Papon va prendre un retard supplémentaire. Il devait reprendre jeudi prochain. Ce ne sera pas le cas. Et ce ne sera pas le cas avant le milieu de la semaine prochaine, après son hospitalisation. En effet, l'ancien ministre devra poursuivre son traitement à domicile. Son PDG en tête, Louis Gallois, la SNCF a décidé à partir d'aujourd'hui de sonder ses clients. Il s'agit d'améliorer l'image de marque de la société dont les trains, notamment de banlieue, n'arrivent plus toujours à l'heure exacte. Cette campagne de sensibilisation avait été décidée après la grande grève de l'hiver 95. Elle prend forme aujourd'hui avec un audit des clients sur les quais et dans les trains pour faire un premier bilan des engagements pris par la SNCF. Reportage notamment en gare de 7 dans l'Hérault. Karine Comadzi, Pascal Pense. Dès la descente du train ce matin, c'est un personnel SNCF des plus motivés qui attendait les voyageurs. Le tarif bambin qui permet pour 50 francs d'avoir une place réservée pour un enfant de moins de 4 ans. C'est vraiment mieux? C'est un peu mieux? Ça ne change rien? Oui, c'est mieux. 5 volontaires sur le pied de guerre, munis d'un questionnaire maison et des meilleures intentions. Mais le client est parfois si cruel. Bien que les agents portent des costumes, ils ne savent toujours pas répondre à mes questions. Il a fallu que je pose 3 fois la même question, que quelqu'un d'autre vienne à mon secours pour qu'enfin on ait une réponse à la question. Répondez complètement à côté, c'est exactement comme les hommes politiques. C'était cool ce questionnaire? J'ai eu l'occasion déjà de répondre à des questionnaires dans le train il y a 1 an ou 2. Et par rapport aux résultats aujourd'hui,
Il n'y a toujours pas d'amélioration vraiment notable. C'est pas un peu masochiste de venir à la rencontre du prendre sur le vif les soucis de nos clients et essayer de les améliorer au mieux que nous pourrons. C'est une enquête qui est faussée dans la mesure où on a la question est-ce que ça va vraiment mieux ou est-ce que ça va un peu mieux, mais il n'y a pas l'entre-deux. Donc on est obligé, quand on estime que ça va mieux, on est obligé de dire vraiment mieux, ce qui donne un satisfecit à la SNCF, dont ils n'auront peut-être pas forcément besoin. Satisfaisant ou pas, les réponses vont maintenant être étudiées par la SNCF qui promet déjà d'en tirer de bonnes résolutions pour 98. En attendant, ce matin, 3 trains affichaient un retard en gare de Sète. Mercredi prochain, au Conseil des ministres, Dominique Voynet nous dira tout sur la nouvelle pastille verte, une sorte de brevet anti-pollution pour les automobiles, leur permettant de circuler même les jours de pic de pollution. Avant même que le texte ne soit sorti, les propriétaires de diesel et notamment les camions se sentent visés. José Blanc-Lapierre, Pascal Stelletta. La pastille verte, cette voiture pourrait l'obtenir. Postérieure à 93, elle roule à l'essence et possède un pot catalytique. C'est le cas de 15% du parc automobile français. En revanche, 30% des voitures roulent au gazole sans pot catalytique. Celui-ci n'existe que depuis cette année et son efficacité, selon certains, reste à prouver. Il y a dans le diesel ce qu'on appelle des suies, des particules, que malheureusement le catalyseur ne supprime pas. Donc le diesel restera toujours actuellement, telles que sont les technologies, avec une émission de suie au niveau des gaz. Laisser les voitures diesel au garage les jours de pic de pollution, c'est l'objectif du ministre de l'Environnement. Pastille verte donc pour une poignée de diesel catalysé. Pour les moteurs à essence sortis depuis 93, pour les voitures électriques ou au gaz et bien sûr celles qui pratiquent le covoiturage. Selon les prévisions, 25% du parc. Nous ne pouvons pas accepter que ce soit la seule automobile qui emporte toute la responsabilité. Aujourd'hui, interdire la voiture alors que les transports en commun continuent de polluer, je pense qu'il y a également d'autres actions à mener. Au ministère de l'Équipement et de l'Industrie, on plaide en faveur du diesel. Oui, dit-on à la pastille verte, mais pour tous les véhicules sortis d'usine après 93. Polémique. Pour nous, il est inacceptable qu'on puisse accorder une pastille verte, c'est-à-dire une autorisation de rouler en période de pollution aux voitures qui roulent au diesel. Dans 2 jours, c'est le Premier ministre qui tranchera. Il devra également tenir compte de certaines études médicales qui désignent le diesel comme principal accélérateur des maladies respiratoires. Au 1er janvier 1999, l'euro remplacera l'ensemble des monnaies européennes. Aujourd'hui, le gouvernement français a lancé une grande campagne d'information afin que la transition se fasse dans de meilleures conditions que celles de l'ancien au nouveau franc qui n'est pas encore totalement assimilé près de 40 ans plus tard. Publicité à la radio et à la télévision, 22 millions de tracts comme vous les voyez là sur ces images. L'échéance est donc proche. Dans l'usine de la Banque de France à Pessac en Gironde, qui est en train de battre les derniers francs, eh bien, les pièces euros seront produites à partir du mois d'avril prochain. François Privat, Damien Thévenot. Cela aurait pu s'appeler le blues du franc. Mais à l'hôtel de la Monnaie, on attend le mois d'avril prochain et la frappe des tout premiers euros. Sans regret. Est-ce qu'il faut regretter les louis? Est-ce qu'il faut regretter les pièces de Clovis? Un investissement de plus de 80 millions de francs sur 3 ans pour de nombreuses transformations. Ici, on construit le centre de stockage des euros. Des euros qui n'existent pour l'instant que sous la forme de pièces test, sans aucune valeur inscrite. L'usine de Pessac va fabriquer l'euro pour la France. C'est considérable au point de vue production puisque nous devons fabriquer 7 milliards 600 millions de pièces d'ici la fin 2001. Et ça ne sera qu'une première partie de cette production de pièces de l'euro pour la France. Et dans quelques mois, sous la loupe, on inspectera toujours avec minutie des euros en lieu et place des francs, avec un peu d'angoisse pour les monnayeurs. Je ne sais pas trop comment on va faire avec l'euro. Et ça va être géant pour tout le monde. L'arrivée de l'euro multipliera l'activité de l'hôtel de la Monnaie par 5, soit 21 embauches pour une usine de 400 personnes. Chaque année, on y frappera 2,5 milliards de pièces. Ernest Antoine Sellière sera le candidat officiel à la présidence du CNPF en remplacement de Jean Gandois le 16 décembre prochain. Le conseil exécutif du patronat l'a désigné et les 3 autres candidats n'ont guère de chance de renverser les pronostics.
Conséquence indirecte de la tempête boursière en Asie du Sud-Est, la plus grande société de bourse japonaise ferme ses portes avec une dette évaluée à 15 milliards de francs, pas moins. L'annonce de cette faillite s'est faite dans le plus pur style japonais. Frédéric Dupuis. L'image est plutôt rare, alors on se bat pour la saisir. Le président de la plus ancienne société de bourse nippone annonce en une révérence à la japonaise l'effondrement de la maison Yamaishi. Tout est de ma faute. Les employés ne sont pas en cause. Je me sens responsable de tout ce qui arrive. Et si quelqu'un pouvait aider l'un ou l'autre à retrouver un nouveau travail, je lui serais reconnaissant. La plus grande faillite de l'histoire du Japon. Yamaishi, le 4e courtier de la bourse de Tokyo, met la clé sous la porte. Trop d'endettement, part de marché en baisse, tout cela parfumé de scandales financiers à répétition. 150 milliards de francs de pertes et 7500 personnes au chômage. Dès demain, de nombreux clients d'affaires risquent de se précipiter dans une panique incontrôlable pour retirer ce qui reste de leur argent. Le gouvernement tente de calmer les investisseurs, il a déjà prévu de mettre la main à la poche. Mais cela suffira-t-il? Les Japonais ont de moins en moins confiance dans leur système financier. En un mois, 3 importants établissements boursiers ont été liquidés. En Irak, le travail des inspecteurs des Nations Unies chargés du désarmement a repris. Et la propagande irakienne en a profité aujourd'hui pour montrer que ces inspecteurs, finalement, pouvaient travailler tout à fait librement. Sauf sur les sites dont l'autorisation d'ouverture dépend directement du président Saddam Hussein. Une réponse que n'acceptent pas les Américains. Martine Laroche-Joubert, Yida en reportage. Ces images viennent de nous être remises par l'agence de presse irakienne. Elles représentent les inspecteurs des Nations Unies en train de vérifier un site susceptible d'abriter des armes de destruction massive. Elles sont tournées sans son par un caméraman irakien. Une nouvelle stratégie de communication de la part du régime de Bagdad, accusé par les Nations Unies de dissimulation de ses armements. Une tentative de propagande aussi face à la controverse qui se développe aujourd'hui sur les sites présidentiels. Saddam Hussein prétend interdire l'inspection de 63 sites. Les inspecteurs veulent voir 52 de ces endroits présumés interdits. Une position défendue devant nous par le ministre des Affaires étrangères irakien qui justifie le secret sur ces sites pour des raisons de souveraineté et de sécurité nationale. De son côté, le directeur du centre de surveillance de la Commission de l'ONU a tenu pour le moment les inspecteurs à l'écart des sites sensibles tout en se déclarant satisfait des dernières opérations. Nous avons mis en route toutes les équipes. Elles sont allées sur différents sites, différents endroits à travers l'Irak. Elles ont eu accès à tous les sites. Elles n'ont pas eu de problème. Les Irakiens se sont conduits de manière très professionnelle. C'est probablement sur l'inspection des sites présidentiels que se jouera le prochain bras de fer entre les Nations Unies et l'Irak, à moins que Bagdad ne renonce à sa stratégie de provocation, ce qui paraît peu probable de la part de Saddam Hussein. Le président de la République est en Guyane. Jacques Chirac a visité aujourd'hui la base spatiale européenne de Kourou. Après les accros à la cohabitation politique du week-end, il a cette fois-ci pris la défense des vols spatiaux habités, dont le ministre de l'Éducation nationale, mais aussi de la technologie et de la recherche, Claude Allègre, estime qu'ils sont, pour sa part, inutiles. Auparavant, à Cayenne, le chef de l'État avait proposé un pacte de développement dans un département français, lui aussi touché par le chômage, mais qui, au milieu d'un continent encore sous-développé, souvent, représente pour les pays environnants un véritable paradis. Marc Maisonneuve, Alain Poirier. Les Noirs marrons, c'est ainsi qu'on les nomme parce qu'ils vivent le long du fleuve Maroni. La frontière entre le Suriname, où il n'y a plus d'hôpital, et la France, où il y a l'assistance publique. Main dans la main vers la délivrance. Jovinzina chante comme elle a appris à le faire dans la forêt. La forêt du Suriname, c'est là où elle vit. Et si elle est venue en France, à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est d'abord pour ne pas mourir comme une femme sur 10 qui accouche en face, dans la forêt. 1200 enfants sont nés là en 1996, 2 fois plus qu'il y a 5 ans. C'est toujours aussi émouvant. Et ici, l'enfant double ses chances de survie. Son prénom, une autre manière d'entrer dans le système français. Chantal Eliane. Ouais. Le docteur Karl dirige cette maternité comme n'importe quelle maternité française, à ceci près. Il parle le taki-taki comme tout le monde, ici.
Cette jeune fille n'est jamais entrée dans une ville et encore moins dans un hôpital. Il est mieux qu'une pirogue, la pirogue du dispensaire sans doute. Ça, c'est typiquement le genre de femme qu'on reçoit, c'est-à-dire des jeunes filles très jeunes, 16 ans, 17 ans souvent, grossesse mal suivie, et qu'il faut prendre en charge avec toutes les pathologies que ça implique. Elle attend des jumeaux, son ventre est trop petit, et cette maternité française, c'est sa dernière chance avant le transfert à Cayenne. La Guyane française, c'est un Eldorado dans lequel on vit beaucoup mieux en Guyane française que n'importe où ailleurs dans l'Amérique du Sud. Cette autre mère vient d'avoir son 10e enfant. La qualité des soins est évidente pour elle, et pour les enfants, un avenir devient possible. D'après la loi actuelle, c'est à 18 ans, ils seront français, s'ils le désirent, s'ils le demandent. Ce n'est pas des enfants d'amour, c'est faire des enfants parce que les enfants, ça déclenche tout le système social, c'est les allocations, c'est le RMI, etc. Et c'est bien entendu un problème difficile à gérer pour la collectivité. Car après la déclaration de naissance, après le carnet de santé français, l'état civil permettra à la fille de Jovine Zina de faire appliquer le droit du sol. Elle sera alors française à part entière. La France a bien tenté d'endiguer le flot des naissances d'enfants venus du Suriname à 5 minutes en pirogue. Elle a alors financé la réouverture d'un hôpital il y a 3 ans, en face, dans un pays où le chef de l'État était recherché par Interpol pour trafic de drogue. C'est le gardien. Il est le seul occupant de l'hôpital. L'ambulance n'a pas de moteur, le téléphone pas de combiné. Quant à l'électricité, une idée vague. La salle d'attente est vide. Le seul vestige, un poupon en celluloïd qui indique qu'il y a bien eu ici une maternité. L'argent français de la reconstruction est avec le directeur de l'hôpital, invisible. Pourtant, la natalité est celle des pays du tiers-monde. Alors, chaque femme accouche de 8 à 10 enfants, mais toujours au même endroit, en face, en France. Où il est né, votre fils? À Salon. De quel pays êtes-vous? Moi, c'est surinamienne. Pour les habitants du Suriname, il n'y a qu'une seule solution pour les soins. Je viens à Salon. Et pourquoi? Parce que l'hôpital à Dina, ça marche pas bien, quoi. Résultat, la maternité française est trop petite. Notre rôle en tant que soignant n'est pas de voir qui sont les gens, d'où ils viennent, quelle couleur, etc. On a des enfants malades, ils ont besoin de nous, nous les soignons, point la ligne. Débordés, les médecins transfèrent les mères à Cayenne. La France ne peut accueillir toute la misère du monde. C'est à Saint-Laurent-du-Maroni que Michel Rocard a prononcé cette phrase. Seulement voilà, les victimes de la misère refusent de mourir devant la porte d'un pays riche. Retour en France avec un congrès de rhumatologie à Paris, centré principalement sur les problèmes de l'ostéoporose, la fragilisation des os après 60 ans chez les femmes suite à la ménopause. Un problème presque essentiellement féminin, donc une femme sur 2 court un véritable risque. Reportage Françoise Vallet, Emmanuel Beck. Marie-Claire a 72 ans et quelques douleurs. Craignant un tassement de vertèbres, son médecin a voulu vérifier. Un examen rapide, fiable, mais non remboursé, permet de mesurer la densité osseuse. Chez les femmes, la masse osseuse diminue après la ménopause. La maladie s'appelle l'ostéoporose. Les os deviennent fragiles comme du verre et au moindre choc, c'est la fracture. Pour éviter cela, Marie-Claire suit un traitement hormonal. Les résultats sont encourageants. Elle n'a pas de risque ostéoporotique particulier. Le traitement hormonal est pareil ici, tout à fait efficace. Il est certain que l'association à un exercice physique régulier est un bon élément aussi. Pourtant, seulement 10% des femmes suivent un traitement hormonal, parce qu'elles ne sont pas informées ou bien parce qu'elles ont peur de prendre des hormones. Il existe aujourd'hui de nouveaux médicaments, mais en France, ils ne peuvent pas être prescrits à titre préventif. Ce sont des médicaments qui agissent par un mécanisme spécifiquement osseux, c'est-à-dire qu'ils agissent sur les cellules osseuses et pas du tout par un mécanisme hormonal, et ils modifient l'activité des cellules osseuses de façon à augmenter la masse osseuse et à éviter les fractures ostéoporotiques. Pour lutter contre l'ostéoporose, l'exercice physique régulier reste un moyen important. Un apport en calcium est indispensable. On le trouve sans prendre de poids dans certaines eaux minérales. À la découverte des ours du nord du Canada, tout proche de la baie d'Hudson. Chaque année, dans la petite bourgade de Churchill, les ours ont un peu trop tendance à venir faire du shopping en ville. La police est donc chargée de surveiller leurs allées et venues pour éviter tout accident,
car ces ours ne se comportent pas toujours comme des nounours très gentils. Vincent de Guyenne, Pierre-Laurent Constant. Le shérif des ours a reçu un appel. Sur sa ligne téléphonique d'urgence, on vient de lui signaler un animal aux portes de la ville. Quel genre de munitions allez-vous utiliser? C'est une cartouche de 7 cm3 de tranquillisant. C'est fort? Le produit? Oui, oui. L'ours a pénétré la zone interdite, celle des hommes. Wade Robert va se charger de l'appréhender. Mais nous avons fait trop de bruit. L'intrus s'enfuit. Partie remise pour Wade, il l'aura plus tard. À Churchill, en ce moment, les ours polaires attendent que la banquise se forme sur la baie d'Hudson. Alors ils y passeront tout l'hiver à pêcher le phoque le long d'une faille. En été, au fur et à mesure que la glace fond, ils regagnent la terre ferme. Quand ils approchent Churchill, ils sont affamés. Certains vont chercher dans la décharge et parfois même en ville quelque chose à se mettre sous la dent. Depuis 83, les ressources naturelles veulent leur faire passer cette habitude. Tout autour, Wade a installé 6 pièges. Au fond du tonneau, une toile enduite de graisse de phoque servira d'appât. La zone que nous contrôlons commence à la décharge et va jusqu'à la ville. Tous les ours qu'on trouve dans cette zone, on les attrape et on les colle en prison. Comme ça, ils ne vont pas en ville. C'est plus sûr pour les gens et c'est plus sûr pour les ours. À Churchill, il n'y a pas un homme qui n'ait vu l'ours. Chacun a sa petite histoire à raconter. Bien, mon chien m'a réveillé un matin. Alors j'ai regardé par la fenêtre. Il y avait un ours sur le pas de ma porte. Alors je suis allé chercher ma carabine. J'ai tiré à côté de l'ours pour l'effrayer un peu. Il s'est enfui et mon chien couru après. Ici, on est habitué. Bien sûr, il y a eu des accidents, mais ce fut plus souvent l'ours qui en filait frais. Et puis on s'est vite rendu compte qu'il y avait de l'argent à faire. Churchill s'est autoproclamé capitale mondiale de l'ours polaire. Il n'a pas de prédateur, n'a pas peur de l'homme, et il est curieux. Aussi, quand l'ours voit l'un de ses buggy dans la toundra, il s'approche, pour le plus grand plaisir des touristes. Venu du monde entier, il paye plus de 700 francs la journée pour s'aventurer à une vingtaine de kilomètres à peine de Churchill. Le prix est franchement justifié parce que l'organisation est très bien faite, le paysage est superbe et les animaux, c'est... On a des mères avec ses petits, des combats de mâles, enfin fantastique. De tous les ursidés, l'ours polaire est celui qui paraît le plus doux, le plus attendrissant. Et pourtant, les guides ont toujours un fusil avec eux, au cas où. Une fois, il y a quelques années, un gars a sorti son bras du buggy pour prendre une photo. Et un ours lui a attrapé le coude. Il a été sérieusement blessé, il a presque perdu son bras. Ils sont agressifs. Pas agressifs, curieux. Retour à la décharge avec Wade Robert. L'ours qui lui a échappé la veille est là, dans le piège. Il est jeune, c'est la première année qu'il s'éloigne de sa mère, et pourtant... Cet ours a déjà été attrapé par le passé, alors on va l'endormir et on va regarder l'étiquette qu'il a sur l'oreille. Comme ça, on verra exactement de quel ours il s'agit, combien de fois il est venu par ici, par où il est passé auparavant. Direction la prison, un ancien dépôt militaire. Nul autre que Wade et ses hommes n'a le droit d'y entrer. Tous les ours attrapés sont enfermés là, un mois, avec pour seule nourriture de la neige. On ne veut pas qu'ils s'habituent à être nourris et on ne veut pas qu'ils associent l'homme à la nourriture. Si on les nourrissait, ils sauraient que ça vient de nous. Et la prochaine fois qu'ils verraient quelqu'un quelque part, ils se diraient « Tiens, voilà à manger ». Et là, ils lui fonceraient dessus. Puis vient le jour de la libération, quand la banquise est formée ou quand l'homme n'oublie pas d'être humain. Le shérif des ours ne veut pas traumatiser ce petit, trop jeune pour la prison. Il ne veut pas non plus le relâcher sans sa mère. Plongés dans un profond sommeil, ils vont s'envoler ensemble, droit vers le nord. Ils se réveilleront à 50 km de Churchill, où ils ne remettront pas les pattes avant l'année prochaine.
Le sport et le tennis, le rêve est passé pour la Française Mary Pierce. Elle a été battue en finale du tournoi des Masters à New York par la Tchèque Jana Novotná en 3-7, 7-6, 6-2, 6-3. Mary Pierce termine tout de même l'année au 7e rang mondial, ce qui est déjà une assez belle performance. Ce sera pour l'année prochaine. Avant de nous quitter, le rappel des principaux titres de l'actualité de ce lundi. D'abord, l'insécurité dans les transports en commun. Le problème gagne la plupart des grandes villes de France. Grève à Mulhouse aujourd'hui, après une véritable embuscade tendue hier soir à un chauffeur. Ouverture du procès sous haute surveillance à Paris d'un réseau de complices des terroristes islamiques qui avaient ensanglanté la France dans l'été 1995. Voilà, tout de suite après le journal La Météo, Sophie Davant, suivi des 2 derniers épisodes de la série Urgence ce soir, avant de les retrouver bien entendu dans quelques mois. 22h35, le magazine politique de la rédaction, mots croisés, Arlette Chabot, Alain Duhamel reçoivent Jean-Pierre Chevènement et Nicolas Sarkozy, que vous avez déjà entendu tout à l'heure sur le thème principal de l'immigration. Puis demain, dans Télématin à 7h50, Françoise Laborde recevra Franck Ribou, PDG du groupe Danone, qui vient d'être coté en bourse à New York. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir, à demain.